TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Départ de juillet, moins de bouchons que prévu, concentration du trafic sur la moitié sud de la France. La visite officielle en Espagne de Valéry Giscard d'Estaing a marqué le début de nouvelles relations franco-espagnoles. Chirac à Castelnaudary, non à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Gros succès pour les hélicoptères français de la SNIA civils et militaires, un reportage de Jean-Pierre Quittard. Explosion et fusillade cet après-midi dans la banlieue de Beyrouth. Guy Sartoulet s'est rendu à Baalbek après le massacre de mercredi dernier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il a fait plutôt beau sur la France pour ce premier jour du mois de juillet et des centaines de milliers de touristes qui sont partis à l'assaut des plages, de la montagne ou de la campagne ont pu rouler dans de bonnes conditions atmosphériques. Côté bouchons, Bison Futé a gardé le sourire. Guerre de bouchons à l'horizon des routes et des autoroutes. Un bilan plutôt positif malgré quelques points noirs. Christian Barquisso. Les conseils de Bison Futé n'ont été que partiellement suivis par les automobilistes. Il était recommandé d'éviter de prendre la route entre 3h ce matin et 16h cet après-midi. Il y a eu 16% de trafic en plus par rapport à l'an dernier. Beaucoup sont partis quand même cette nuit et grâce à de bonnes conditions atmosphériques, ces vacanciers de juillet ont pu rouler sans difficulté et la circulation s'en est trouvée très fluide aujourd'hui dans la région parisienne. Par contre, cet après-midi et ce soir, le gros du trafic se trouvait concentré dans la moitié sud de la France. Sur l'autoroute du Soleil, on relevait au milieu de l'après-midi 10 km de bouchons au nord de Lyon, au tunnel de Fourvière, et 3 km à la hauteur de Vienne. Dans le sud-ouest, on notait 5 km d'encombrement entre Saintes et Saujon, 1 km au sud de Bordeaux et 2 km à Sèche sur la nationale 23. Comme il fallait s'y attendre, ce premier jour de grand départ a été marqué par un net ralentissement de la circulation au poste frontière espagnol du Pertus, notamment sur l'autoroute B9, la Catalane. 7 km de bouchons également sur 2 fils sur la rocade de La Rochelle-Pallis qui mène au Bac, desservant l'île de Ré. Il fallait 5 heures pour pouvoir accéder au Bac. Dans l'ensemble tout de même, les spécialistes de Rosny-sous-Bois sont satisfaits de cette première vague de départ, qui ont été, selon eux, assez bien étalés. Si vous prenez la route demain, un conseil, ne partez pas entre 6h du matin et midi. Pour demain, en tout cas, la météo prévoit quelques orages isolés sur les Alpes du Sud, les régions méditerranéennes et la Corse. Si vous prenez la route demain, donc, vous aurez d'une façon générale un ciel nuageux sur le nord-ouest avec quelques pluies sur la Normandie, le nord et les Flandres. Mais partout ailleurs, c'est-à-dire sur la moitié sud, ce sera le grand beau temps. Tous les principaux axes conduisant à Saint-Brieuc ont été bloqués par des agriculteurs mécontents. Des producteurs de porc et de pommes de terre des Côtes-du-Nord ont manifesté ce matin pendant 2 heures devant la préfecture de Saint-Brieuc avant de bloquer la circulation sur les routes conduisant à cette ville. Les manifestants ont d'abord lâché quelques porcs devant la préfecture. Ils ont ensuite distribué des tracts aux commerçants et aux touristes. Les producteurs de porc et de pommes de terre des Côtes-du-Nord ont ainsi manifesté leur mécontentement face au marasme de la production porcine et des primeurs en Bretagne. Il n'y a pas eu d'incident. Les producteurs de lait ont eux aussi leurs problèmes, le principal étant la valorisation de leurs produits, bien souvent excédentaires. Toute cette semaine s'est déroulé à Paris un congrès mondial de laiterie, une manifestation annuelle mais qui ne s'était pas réunie en France depuis 1926, alors que nous sommes le 3e producteur de lait du monde. Le lait, on en parle fréquemment en termes d'excédent, de montagnes de poudre ou de beurre. Faut-il ou non réduire la production dans les pays les plus riches alors qu'un enfant sur 2 souffre de malnutrition? Comment peut-on faire profiter le tiers-monde de la richesse que procurent notre sol et notre climat? Ce fut le thème essentiel de ce congrès. Jean-François Robinet. Le lait, c'est la première nourriture de tout être, homme ou animal. Il reste ensuite l'un des aliments de base indispensables à la croissance et apporte tout au long de la vie le calcium et les vitamines dont notre corps a besoin. Le lait, c'est aussi la production la plus contraignante pour l'agriculteur. Les soins aux animaux la traitent 2 fois par jour. En revanche, les débouchés sont assurés et c'est une rentrée d'argent régulière à la ferme. La garantie de prix minima et des ventes que donne le marché commun n'est pas sans favoriser l'augmentation de la production, alors que la consommation stagne. Mais en même temps, l'élevage est un facteur capital du maintien de la population rurale et du développement de l'économie régionale. Les producteurs de lait représentent une force qui n'est pas négligeable, comme le montre le seul exemple d'un groupement coopératif.
Le groupe laitier coopératif Sodimar représente aujourd'hui près de 100 000 producteurs de lait, 2 milliards 400 millions de litres de lait et un chiffre annuel de 4 milliards 600 millions de francs. Autant dire que l'industrie laitière se porte bien. C'est pourquoi, à l'idée de limiter la production, s'est substituée celle de favoriser la consommation par une diversification des produits. L'industrie du lait est celle qui est allée le plus loin dans l'élaboration de sa matière première. Poudre, beurre, fromage, yaourt, crème, dessert, boissons aromatisées. Sans parler de tous les sous-produits du lait utilisés en alimentation animale ou en médecine. Mais comment mieux répartir ces produits dont nous consommons 280 kg par an et par personne, contre 50 kg en moyenne seulement par habitant des pays du tiers-monde? Les chercheurs de 77 pays et les représentants des grandes organisations humanitaires se sont largement penchés sur ce délicat problème. Les pays du tiers-monde exercent une pression, avec raison, pensons-nous, pour que les industriels qui y sont installés utilisent le plus possible les ressources locales. C'est ainsi que des usines de recombinaison de produits laitiers sont nombreuses, qui fabriquent des produits hybrides, où les solides non gras sont de provenance lactique, et la matière grasse est produite localement. C'est en effet vers cette formule qu'il semble le plus raisonnable de se diriger. Pour adapter le produit aux besoins, mieux vaut le préparer sur place. Ce qui a aussi l'avantage de procurer des emplois et d'utiliser pour une partie des produits locaux. Déjà sur un plan purement commercial, mais qui peut faire son chemin dans un autre sens, nos industries pratiquent ce qu'on appelle la franchise, la vente de leurs techniques. La mise à disposition du savoir-faire et la fourniture de matières premières est certainement la formule de demain. On estime que la production agricole des pays en voie de développement doit augmenter de 3,5%, tandis que la poussée démographique se stabilisera entre 2,5% et 3%. C'est une évolution favorable, certes, mais combien de dizaines d'années encore pour parvenir à un équilibre si nous ne faisons rien de plus? J'apprends ce soir, et ceci vous concerne si vous avez l'intention de partir en vacances en Italie, que les barrages routiers de poids lourds en direction du Mont Blanc, ces barrages ont été levés. Vous savez qu'il y avait une grève des douaniers italiens et que les poids lourds ne pouvaient pas circuler. Mais selon la gendarmerie de Haute-Savoie, la circulation ne retrouvera pas sa fluidité normale avant au moins demain dimanche à midi. Le président Valéry Giscard d'Estaing et madame ont quitté Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne pour Paris à 16h30 cet après-midi à bord d'un DC-8 du GLAM, c'est-à-dire du groupement de liaison aérien ministériel. Le président Valéry Giscard d'Estaing et son épouse ont été salués à l'issue de leur visite officielle par le roi Juan Carlos d'Espagne, la reine Sophie, le prince Felipe et la princesse Cristina. Avant de quitter l'Espagne au terme de sa visite officielle de 4 jours, le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, s'est adressé une dernière fois aux journalistes à Saint-Jacques-de-Compostelle, leur faisant un véritable cours d'histoire sur les souvenirs historiques qui unissent Saint-Jacques-de-Compostelle à la France. Chaque année, depuis le Xe siècle, des centaines de milliers de pèlerins partis de France, notamment, se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais par-delà le côté sentimental de l'étape présidentielle dans cette ville sainte, il y a le bilan politique du voyage du président Valéry Giscard d'Estaing en Espagne, de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'un des envoyés spéciaux de Théo. Après la partie politique et le bilan lors de la conférence de presse d'hier, après le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerinage privé, mais au cours duquel le président et Mme Giscard d'Estaing ont reçu un accueil populaire très chaleureux, sans protocole. Voici donc la conclusion de cette visite officielle en Espagne, une conclusion maritime, au large du Ferrol, sur la côte atlantique. C'est à une démonstration aéronavale que sont venus assister le président de la République et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne, accompagné de son fils, de l'infant Felipe. Étaient également à bord du porte-hélicoptère Dédalo les ministres de la Défense Yvon Bourges, venus pour la circonstance, et le ministre des Affaires étrangères Louis de Guéringaud. Après les honneurs, appareillage à environ 8000 marins vers le large, par temps frais et vent force 3. Sont en présence les frégates Baléares, Catalogne, Asturie, Andalousie, ainsi que 2 destroyers et 2 sous-marins. La démonstration commence avec une revue navale, au cours de laquelle tous les bâtiments vont défiler à l'avant du porte-hélicoptère Dédalo. Puis les frégates et les destroyers
viennent faire écran de protection pour le Dédalo, tandis que les chasseurs matadors vont faire une démonstration d'appontage et de décollage court ou vertical. Puis, simulation d'attaque contre le Dédalo et contre les sous-marins. Ainsi se termine de façon tout à fait officielle sur le Dédalo, le porte-hélicoptère espagnol, la visite du président Giscard d'Estaing en Espagne. Une visite en tout point positive, aussi bien sur le plan politique, puisque l'on peut dire qu'un nouveau départ va être donné sans doute dans les relations non seulement entre la France et l'Espagne, mais aussi entre l'Espagne et la communauté européenne. D'autre part, sur le plan humain, les relations personnelles entre le président Giscard d'Estaing et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne se sont à l'évidence encore resserrées si besoin en était. Et puis, enfin, une sérieuse lacune historique vient d'être comblée puisqu'il n'y avait pas eu de visite présidentielle française depuis plus de 75 ans en Espagne. Eh bien, voilà qui est fait et l'on peut dire ce soir que les Pyrénées sont un peu moins hautes entre la France et l'Espagne. Ici, le Dédalo, TF1. Monsieur Jacques Chirac, le président du RPR, a donné le sentiment de son parti sur l'éventuelle entrée de l'Espagne dans le marché commun, une entrée sollicitée depuis longtemps par les Espagnols et à laquelle le président Giscard d'Estaing a apporté l'appui de la France. Pour le RPR, cette entrée de l'Espagne dans le marché commun poserait de sérieux problèmes que Jacques Chirac a détaillés. Nous ne sommes pas du tout favorables à l'élargissement du marché commun, pour deux raisons. La première, c'est que plus cette Europe s'élargit, plus ses contradictions internes s'accroissent, et moins nous avons de chances de réaliser une Europe unie. Et la deuxième, c'est que sur le plan, je dirais, technique, c'est-à-dire agricole, l'entrée de l'Espagne dans le marché commun comporte des risques considérables et inévitables de très graves perturbations pour les producteurs de vins, de fruits, de légumes d'un très grand nombre de régions françaises du Sud, et notamment de celles où nous sommes aujourd'hui. Attentat au sommet du Puy-de-Dôme contre un complexe comprenant des bâtiments des FR3, des PTT et de la météo nationale. L'explosion qui s'est produite ce matin a provoqué pour plusieurs millions de francs de dégâts et a commotionné sans gravité, fort heureusement, un technicien de la météorologie nationale. Le groupe électrogène de secours de la télévision a été entièrement détruit et les bâtiments administratifs des FR3, de la météo et des PTT ont été gravement endommagés. Mais les installations de retransmission des programmes de télévision sont intactes. Les enquêteurs ont découvert d'autre part une autre charge de 50 kg d'explosifs qui fort heureusement n'a pas explosé. Aucune organisation n'a revendiqué cet attentat pour l'instant. Un jeune ouvrier de 23 ans de Vougeot, dans la Côte d'Or, a pénétré en état d'ébriété dans des bâtiments où étaient entreposés des milliers d'hectolitres d'excellent Bourgogne. Gérard Stein a ouvert les vannes de toutes les cuves. 2000 hectolitres de Bourgogne d'appellation contrôlée se sont ainsi perdus dans les égouts de Nuits-Saint-Georges. Le problème de la condition féminine est largement débattu dans tous les partis politiques. Or, aujourd'hui, il est intéressant de constater qu'au Parti socialiste comme au Parti communiste, cette question revêt la forme de revendication politique. Au Parti communiste, des militantes veulent publier un journal. Au Parti socialiste, Françoise Gaspard, maire de Dreux, tente de créer une troisième voie, un troisième courant, un courant femme, une enquête de François Lanzimbert. Dans les partis de gauche, parmi toutes les formes de tension et de contestation qui ont suivi l'échec de mars dernier, il en est une, originale et inattendue. Elle concerne l'initiative des militantes communistes et socialistes. Oh, certes, ces féministes n'ont pas encore décidé de recréer entre elles les conditions de l'union. Mais tout de même, en raison des errements actuels de la gauche, leur action est pour le moins digne d'intérêt. Au Parti communiste, un groupe de femmes, peu convaincues par les résolutions du comité central, rend public un texte intitulé « Le PC mis à nu par ces femmes » qui explique les insuffisances du parti en matière de conditions féminines. Ce groupe projette de publier à la rentrée un journal. On regrettera que les signataires de cet article n'aient pas jugé utile d'éclairer davantage l'opinion sur leurs travaux en acceptant de répondre à nos questions. Au PS, des militantes venues de tous les courants du parti, des proches de François Mitterrand, de Pierre Mauroy, de Michel Rocard et du CRS, tentent de créer une tendance féministe. Ce qui nous a décidé à intervenir en tant que femmes,
c'est le fait que nous avons eu le sentiment depuis plusieurs années que la place des femmes dans le Parti socialiste est insuffisante et qu'il faut que les femmes prennent des initiatives politiques. Je crois que celle-ci en a été une. Il était nécessaire de sortir de la situation dans laquelle nous étions et en particulier de l'enfermement dans lequel la Commission nationale femmes nous avait mise et qui faisait qu'en fait, à travers un secrétariat national à l'action féminine et à travers des commissions femmes, nous étions acculés à ne parler que des problèmes de femmes. Le socialisme sans les femmes ne sera pas le socialisme. Et il est bien évident que notre fonction sera de dire en quoi le socialisme avec les femmes peut trouver son identité. Je crois que les femmes ont une parcelle de pouvoir à l'intérieur du Parti socialiste. Et François Mitterrand lui-même a fait en sorte que les femmes progressivement puissent s'exprimer. Mais je crois qu'elles se sont rarement exprimées sur tout le politique et qu'elles ont eu tendance à s'enfermer dans les problèmes dits féministes. Nous nous entendons parler de l'ensemble de la politique. Donc éventuellement prendre une initiative vis-à-vis du Parti communiste. Nous croyons, bien sûr, nous sommes membres du Parti socialiste. Nous pensons que si la gauche a perdu des élections, la faute en est bien entendu au Parti communiste. Nous savons aussi qu'il faut sortir de cette situation, qu'il faut que le dialogue renaisse entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Si les femmes du Parti communiste et du Parti socialiste peuvent prendre l'initiative, je crois que ce serait dans l'intérêt de toute la gauche. Ces initiatives ne sont guère appréciées des directions communistes et socialistes. Ici, c'est Georges Marchais qui assimile à une duperie le fait de se réclamer du féminisme en isolant les problèmes des femmes dans l'orientation générale du pays. Et là, c'est Yvette Roudy, chargée de l'action féminine au Parti socialiste, qui juge aberrant de marginaliser le travail des femmes dans une structure séparée. Un journal qui disparaît, c'est toujours un peu de la démocratie qui s'en va. Or, cette semaine a vu la disparition du quotidien de Paris, dirigé par Philippe Tesson. Difficultés financières, a expliqué le directeur. En fait, ces difficultés touchent tous les journaux. Trésorerie difficile également au Matin, journal né il y a 1 an et qui emploie 150 personnes, dont une centaine de journalistes. Comment le Matin résiste-t-il à cette crise qui frappe une grande partie de la presse? Où en est sa situation financière? La disparition du quotidien de Paris profite-t-elle au Matin? Une enquête de Dominique Laurie. C'est presque un lieu commun de dire aujourd'hui que la presse est malade, malade de l'argent bien sûr. Des 3 quotidiens qui ont vu le jour ces 3 dernières années, un seul, Le Matin, résiste non sans peine aux difficultés financières qui frappent l'ensemble des journaux. Résolument à gauche, pour certains supports officieux du Parti socialiste, Le Matin, après des débuts difficiles, voire catastrophiques, semble avoir trouvé un créneau dans l'éventail de la presse française. En pointe pendant la période électorale, 115 000 numéros vendus quotidiennement en mars, la vente reste stable aujourd'hui autour de 100 000 pour un tirage de 150 000 numéros. Un point fort, c'est 30 000 abonnés. Reste que Le Matin est encore loin de l'équilibre financier. Perte sèche pour 77, 6 millions de francs lourds. Aussi, pour éviter la chute, le directeur Claude Perdriel demandera en septembre prochain aux 8300 actionnaires une augmentation de capital de 5 millions. L'effort demandé au nouvel observateur, que dirige également Perdriel, sera d'1 million. Bref, une situation financière peu florissante malgré une légère augmentation des ventes. Augmentation qui va peut-être s'accentuer avec la disparition du quotidien de Paris. Un exemple, jeudi dernier, le lendemain de la disparition du quotidien, Le Matin a augmenté ses ventes à Paris de 7000 exemplaires. Mais voilà que François Mitterrand annonce la création prochaine d'un quotidien du PS. Il y aurait donc bientôt 2 journaux socialistes. Claude Perdriel conteste, Le Matin n'est pas le journal du PS, de gauche indiscutablement, mais inféodé à aucun parti. Il y a fort heureusement des secteurs de l'économie française où tout va bien. C'est notamment le cas des entreprises qui fabriquent des hélicoptères. Les hélicoptères français sont appréciés dans le monde entier, des plus légers aux plus lourds, des petites alouettes aux gros pumas. La production d'hélicoptères en France est variée et débouche sur des produits fiables, performants et compétitifs. Une enquête de Jean-Pierre Guitard. Regardez bien ce qui va suivre. C'est ce que l'on peut faire avec un hélicoptère quand on a, disons, quelques années de pratique. Valse lente sur une roue, 3 petits tours, et puis s'en va.
Cette démonstration en vol était l'un des points forts d'une journée d'information organisée à Marignane par la division hélicoptère de l'aérospatiale. Journée d'information placée sous le signe de l'hélicoptère civil, car l'hélicoptère, qui était une machine militaire à 100% jusqu'à ces dernières années, est de plus en plus demandé pour des missions aussi variées que le travail agricole, la prospection pétrolière, la lutte anti-pollution ou le transport de fret et de passagers pour le compte d'entreprises civiles. Et cette évolution du marché a posé de nombreux problèmes d'adaptation aux constructeurs, problèmes industriels et commerciaux. Ça a été d'abord une adaptation des produits existants, mais ce marché devient tellement important maintenant, avec des exigences si spécifiques, que nous sommes amenés à créer effectivement des matériels spécialement étudiés pour ce marché. C'est le cas de l'écureuil, je crois. C'est tout à fait le cas de l'écureuil que dès le départ nous avons dessiné pour le marché civil. L'écureuil connaît un gros succès commercial puisque plus de 300 exemplaires sont déjà commandés. Un succès tellement rapide que les responsables de Marignane ont dû à plusieurs reprises augmenter les cadences de production pour répondre à la demande et qu'ils envisagent même de doubler la superficie des chaînes de production. Pour gagner cette nouvelle bataille économique, l'aérospatiale mise sur deux atouts, la qualité de ses produits et la création dans le monde entier de filiales qui distribuent les appareils construits à Marignane. C'est le cas aux États-Unis avec AHC qui distribue les écureuils rebaptisés Astar, au Brésil avec Elibras et en Indonésie où Sama Aero est le représentant des hélicoptères français pour toute l'Asie du Sud-Est. Est-ce que justement ce développement du marché civil se fait au détriment du marché militaire ou au contraire en parallèle? C'est en parallèle, en fait, c'est un phénomène de maturité. Les militaires ont été à l'origine, comme dans d'autres domaines, de la création du produit, de sa mise au point. Et maintenant, le marché civil prend le relais en civilisant, en somme, ce qui a été créé au départ à des fins militaires et en apportant ces nouvelles exigences. Premier constructeur européen, deuxième fabricant mondial derrière le géant américain Bell, l'aérospatiale hélicoptère qui emploie 8000 personnes a vendu l'année dernière 326 hélicoptères dans 34 pays, parmi lesquels les États-Unis, où elle totalise 20% des ventes d'hélicoptères civils. Une belle performance. On oublie d'ailleurs trop souvent que l'hélicoptère est l'un des secteurs les plus rentables et les plus compétitifs de l'aéronautique française. L'Italie n'a toujours pas de président de la République. Les grands électeurs italiens, c'est-à-dire les parlementaires et les délégués régionaux, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un nom à l'occasion du 4e tour de scrutin qui avait lieu cet après-midi. Les démocrates chrétiens ont décidé de s'abstenir face à la volonté des autres partis de faire échec précisément à un candidat démocrate chrétien. Pourtant, depuis ce 4e tour, la majorité des 2/3 n'est plus requise. Il suffisait de la majorité absolue de 506 voix pour qu'un candidat soit élu président de l'Italie. Mais tous les candidats en lice étaient loin du compte. Explosion entrecoupée de fusillades dans la banlieue sud-est de Beyrouth cet après-midi. Le Premier ministre libanais a fait ce matin un aveu tacite d'impuissance face à cette situation. Nous sommes revenus encore une fois, a-t-il dit, à l'état d'inertie qui avait précédé la démission de mon gouvernement il y a 2 mois et demi. Mais le Premier ministre libanais a tout de suite écarté l'idée d'une démission éventuelle en raison de la situation délicate que traverse à nouveau le Liban. La violence aveugle continue, elle dresse les camps en présence les uns contre les autres. Il y a notamment eu cette semaine le massacre de Baalbek, où 26 personnes de confession catholique ont été tuées. Du Liban, l'envoyé spécial de TF1, Guy Sartoulé. Ces femmes pleurent les 26 personnes de religion grecque catholique massacrées mercredi matin. Selon les habitants, les victimes étaient toutes des phalangistes. Plusieurs dizaines d'autres personnes sont portées disparues. Il y a 2 semaines environ, ces mêmes phalangistes, pour venger certains de leurs membres tués, avaient exécuté 33 exorchiotes du parti du président Frangi, dont son propre fils, sa belle-fille et sa petite-fille. Les phalangistes de la région avaient jusqu'au 30 juin pour démissionner de leur parti s'ils voulaient rester au nord Liban. Et puis, à nouveau ce drame. À l'aube, dans ces petits villages du nord de Baalbek, pourtant bien calmes, des hommes armés, dans la nuit de mardi à mercredi, arrivent dans de nombreux véhicules. À l'aide d'une liste, ils arrêtent une 50aine de villageois. L'opération avait été préparée car l'électricité et le téléphone avaient été coupés.
À Alcoy, les 16 victimes en pyjama, les mains liées, ont été abattues dans le cimetière. Les 33 morts furent ensuite alignés dans un bosquet où on les retrouva quelques heures après. Qui a fait ça? Des hommes, qui n'importe que... Mais les hommes de Frangy? On croit que... Avec qui? Avec des hommes qui portent des... Civils. Et des hommes qui portent les... Des uniformes. Des uniformes. Quel uniforme? À peu près, je crois qu'ils sont syriens. C'est le seul témoignage que nous avons pu recueillir, car tout le monde a peur. Restons prudents cependant quant aux accusations, car au Liban, il est toujours difficile de savoir qui jette de l'huile sur le feu. Les victimes ont été très vite inhumées au petit matin dans la plus grande discrétion. Le grand perdant est le gouvernement libanais qui, le jour même de la découverte du charnier, avait adopté un plan de sécurité associant l'armée et la police libanaise avec la force de frappe arabe. La mort appelle la mort, et dans ce village, on pense déjà à la vengeance. Le vice-président des États-Unis, M. Mondale, est en Israël pour tenter de relancer la paix au Proche-Orient, mais il n'a eu aucun entretien politique aujourd'hui avec les dirigeants israéliens, respectant ainsi le repos sabbatique. M. Mondale rencontrera cependant ce week-end le ministre de la Défense, M. Weissman, et le leader de l'opposition travailliste, M. Peres. Cambodge-Vietnam, la situation est très tendue entre les deux pays. De violents combats ont opposé Cambodgiens et Vietnamiens à plusieurs reprises dans la deuxième quinzaine de juin. Il y aurait eu des centaines de morts de part et d'autre. Incident armé entre la Chine et le Vietnam. Des policiers vietnamiens ont tiré en direction de deux paysans chinois qui étaient passés accidentellement à la nage du côté vietnamien de la rivière Hongo en poursuivant leurs oies. Les deux paysans ont été arrêtés par les policiers vietnamiens, ligotés, interrogés puis relâchés. Et cela a provoqué une nouvelle escalade dans la tension très vive qui existe déjà depuis plusieurs mois entre la Chine et le Vietnam. Tous les membres du personnel des consulats généraux vietnamiens en Chine du Sud ont quitté leur poste pour regagner Hanoï. En sport, 3 événements ce samedi. Tennis à Wimbledon, la Française Françoise Dürr a été éliminée. En cyclisme, Raas, le Hollandais, est toujours maillot jaune du Tour de France. Enfin en automobile, Grand Prix de France demain au Castellet, Daniel Potra. Sans leur fameux ventilateur aspirateur qui avait permis à Niki Lauda de faire le ménage récemment au Grand Prix de Suède, un succès officiellement confirmé aujourd'hui, les Brabham Alfa Romeo sont quand même les plus rapides voitures de Formule 1. Sur le circuit du Castellet, l'Irlandais John Watson et sa voiture rouge a réalisé le meilleur temps aux essais et Niki Lauda le 3e. Seule la Lotus de Mario Andretti a réussi à s'intercaler, ce qui permettra à l'Américain de partir sur la première ligne demain après-midi à 14h15 en direct sur TF1. Meilleur temps français pour Patrick Tambay sur la McLaren numéro 8. Le Canois connaît par cœur le circuit du Grand Prix de France. Il vient de se classer 4e en Suède et il peut fort bien s'imposer demain. Après Depailler à Monaco, avouez que ce serait une belle confirmation des pilotes français. Des pilotes qui occuperont le milieu du peloton sur la ligne de départ. Lafitte est en effet 10e sur 26 aux essais, Jabouille 11e, Depailler 13e, Pironi 16e et le remarquable René Arnoux 18e. Mais le ciel était gris aujourd'hui en Provence et il faudrait un bon coup de Mistral pour éviter la pluie demain. Troisième étape du Tour et troisième arrivée en peloton. La victoire au sprint de Jacques Esclassan devant un autre Français, Yvon Bertin et Freddy Martens, ne change rien au classement général. Jan Raas, le Hollandais, conserve le maillot jaune et il est content. Ce qui n'est pas le cas de ses compatriotes de Leiden, qui n'ont toujours pas digéré le coup du prologue annulé avant-hier et qui menacent même de réclamer des dommages et intérêts aux organisateurs du Tour de France. Demain, arrivé à Saint-Germain-en-Laye vers 16h30 sur TF1. Regardez bien ce sprint très serré, c'est Jacques Esclassan à droite qui gagne de justesse. Encore une championne venue des Pays-Bas. À Wimbledon, la solide Betty Stove, finaliste l'an passé, n'a laissé aucune chance à la Française Françoise Dürr. Battue en 2 manches, 6-3, 6-2. Chez les hommes,
Nastas, Connors, Gottfried se sont qualifiés, tout comme Björn Borg, qui essaiera de gagner pour la 3e fois consécutivement à Wimbledon. Aujourd'hui, le Suédois a été accroché par le Chilien Filleul, qu'il n'a pu battre qu'en 4 sets. Betistov retrouvera en 8e de finale la Roumaine Virginia Ruzici, qui avait gagné il y a 3 semaines à Roland-Garros. Voilà, vers 23h53 et 42 secondes, vous voyez que ce soir nous sommes très précis, le dernier journal avec Jacques Poux, toute l'équipe de TF1 Week-end vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir et merci.